Bonjour et bienvenue dans ce Fou de sport un peu spécial sur Télé Nantes. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à un sport pas comme les autres, le bowling au cinéma. Il a été magnifié par les frères Cohen dans The Big Lebowski avec le personnage inénarrable de Jesus Quintana. Dans un tramway nommé Nésir, Marlon Brando, alias Stanley Kowalski, est capitaine d'une équipe de bowling. Bref, ce sport fascine et c'est pour cela que Télé Nantes y consacre cette émission. Pendant plus d'une demi-heure, vous allez assister à la finale par équipe de la Bowling Promotion Cup, une des compétitions internationales majeures du Grand Ouest. Elle est organisée à Châteaubriand. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur avec une confrontation européenne. Et pour commenter ce match, deux invités m'accompagnent, Odile Bidon et Bruno Bidon. Bonjour. Bonjour. Odile Bidon, vous êtes présidente de l'association qui organise la Bowling Promotion Cup. Merci d'être avec nous. Et Bruno Bidon, le bowling, vous connaissez particulièrement bien puisque c'est votre vie finalement. Vous êtes joueur professionnel. Et en même temps organisateur. Depuis quelques années déjà, vous êtes dans le monde professionnel. Une première question avant de se plonger dans la compétition. Le bowling, ça représente quoi pour vous, Bruno Bidon, vous qui êtes professionnel ? Écoutez, dans un premier temps, c'est vrai que c'est vu comme un loisir et nous, au travers de la compétition qu'on développe depuis 5 ans, c'est expliquer dans un premier temps les règles du jeu, comment ça se passe à haut niveau et surtout lui donner une image de sport parce qu'on sait que c'est vu par le grand public comme un loisir, mais c'est également un sport de haut niveau. Et la Fédération française est reconnue sport de haut niveau depuis 1998. Et donc voilà, c'est un sport à part entière. Et pour vous, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Pour vous aussi, Odile, tout à fait, oui, bien sûr. J'accompagne Bruno depuis des années maintenant dans la construction de ce tour. Vous partagez cette passion tous les deux, d'ailleurs ? Bien sûr, oui. Enfin, je ne suis pas joueuse, mais oui, bien sûr. Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec les images de cette Promotion Cup 2014. Deux équipes de deux s'affrontent dans ce match. La première à s'élancer, c'est l'anglaise Kimberley Oakley. C'est une joueuse que vous connaissez bien, Odile, Bruno ? Oui, alors Kimberley Oakley, c'est une Anglaise. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 88, puisque le bowling était sport de démonstration en 88. D'accord. Et là, on est sur la Russe Alena Korobkova, ça va un peu vite. Donc là, c'est un peu le choc des générations, puisqu'elle a 20 ans. Et les deux joueuses russes ont à peu près 20 ans. Et les deux joueuses, la paire anglaise et allemande, plus de 50 ans. Et ça, c'est un des charmes du jeu du bowling. D'accord. D'ailleurs, qu'est-ce qui a amené cette doublette, d'une certaine façon ? Comment est-ce qu'elles se sont alliées ensemble ? Ce sont les qualifications ? Les qualifications le matin même, avant cette finale qu'on est en train d'assister. Donc les joueuses ont fait 3 parties de qualification. Et la première joueuse, donc, c'est Daria Voronkova qu'on a à l'image actuellement. Elle a fait un score très impressionnant parce qu'elle a fait 242 moyenne. D'ailleurs, elle a fait le meilleur score, hommes et femmes confondus, de toute la tournée. Et donc, elle était associée à la numéro 3, donc sa compatriote Alena Korobkova, et l'équipe, la deuxième doublette, et donc la numéro 2, c'est donc Kimberley Oakley qu'on vient de voir, et l'allemande Bianca Volke-Brandt, qui sont associés dans ce match. C'est la jeunesse contre l'expérience, là. Exactement, voilà. Alors peut-être un petit rappel sur les règles du bowling, et notamment le score. Comment on compte les points ? Alors très simplement pour nous ça paraît simple parce qu'on est dans le système depuis des années. En fait, la partie de bowling se décompose en 10 frames et par frame, vous avez le droit, si vous ne faites pas un strike, si vous abattez pas les 10 quilles du premier coup, vous avez le droit à un deuxième lancer. Comme là, la joueuse anglaise vient d'essayer de faire ce split et bon, elle a raté. Et si vous faites un strike, donc vous jouez qu'une seule boule. Et si vous abattez pas les 10 quilles du premier coup, vous avez le droit à un deuxième lancer. Et donc, au bout de 10 frames, la partie se termine et vous avez le total des points. D'accord. Donc, combien de quilles ? Alors, il y a 10 quilles. Les quilles sont posées sur le pin deck, ça s'appelle. C'est ce qu'on appelle la zone où sont posées les quilles. Et elles se comptent, donc il y a 10 quilles, elles sont numérotées. Et on les compte de la droite vers la gauche. D'accord. Et ça change quelque chose d'ailleurs, cette numérotation des quilles ? Non, pas vraiment, mais c'est juste quand on commente, on peut expliquer un petit peu quelles quilles sont restées sur la zone. Donc là, c'est la quille numéro 10. D'accord. Donc là, c'est un spare. Un spare, exactement. Parce qu'il a fallu 2 lancers à la joueuse pour faire tomber les 10 quilles. Voilà. Et là, on va voir la joueuse allemande donc, qui va jouer. Alors, ce qu'on peut expliquer dans un
peut-être dans un premier temps, c'est qu'il y a de l'huile en fait sur la piste et à l'image ça ne se voit pas. Donc la première partie, on va dire les 2/3 de la piste sont recouverts d'huile et la dernière partie il n'y a pas d'huile. Donc il y a une zone de friction et une zone de glisse en fait, si on peut dire. En fait, c'est pas vraiment de la glisse, c'est que la boule est retardée. La réaction de la boule est retardée sur la partie huilée. Et dès qu'elle arrive sur la partie sèche, il y a une friction et c'est à ce moment-là que la boule prend un petit peu d'effet. Car les boules que vous voyez à l'image sont des boules de haut niveau. Elles sont percées aux mains des joueuses et elles sont des boules spéciales. Vous n'avez pas ça dans les bowling en fait. Hein. Elles pèsent combien d'ailleurs ces boules? Ça Alors, peut varier? Exactement, ça peut aller de 12 à 16 livres. Donc en fait, là par exemple la joueuse russe joue avec une 15, ça fait environ 7 kilos. 7 kilos. C'est beaucoup moins que les hommes. Il y a des différences entre les hommes et les femmes? Oui, en général les femmes jouent en 14 ou 15 livres et les hommes en 15 ou 16. Donc il y a juste une livre de plus. C'est pas si non. énorme que ça. Pas si énorme. Alors toujours ce geste un peu mythique du bowling. Est-ce que vous pouvez le décrypter? On peut le décrypter. Alors par exemple là vous avez une joueuse de l'ancienne génération, c'est Kimberly Oakley l'anglaise, qui a un jeu très classique, très simple en fait, mais qui est efficace aussi. Et la joueuse russe qu'on a vue à l'image tout à l'heure, qui sont des joueuses de la nouvelle génération, qui ont des jeux beaucoup plus techniques. Et avec beaucoup plus il y a un petit peu de force, mais en même temps il y a de la souplesse. Et elles ont des boules plus techniques. Il y a plus de révolution dans la boule de rotation et elles tournent un petit peu plus. Quand vous dites une boule plus technique, c'est-à-dire? Mais là, par exemple, regardez la joueuse russe, là, Alena Korobkova, sa boule, vous allez voir, vous voyez les révolutions, les rotations sur la piste. Ce qui permet en fait de mélanger mieux les quilles. Et les joueuses entre guillemets de l'ancienne génération ont des jeux plus simples. La boule tourne moins sur elle-même et elle a moins d'effet. D'accord. Ça c'est la joueuse qui donne l'effet à la boule en fonction de l'angle qu'elle veut donner à sa boule sur le terrain. Tous les terrains sont les mêmes, toutes les pistes sont les mêmes? Alors toutes les pistes, la longueur de la piste est la même dans le monde entier, sauf que c'est les huilages qui changent. Et selon les huilages, vous avez des variations. Là, par exemple, sur la Bowling Convention Cup, sur ce match, c'est un huilage à 40 pieds, presque à plat, donc pas facile à jouer. Si vous faites une erreur de pose, la boule ne finit pas correctement au fond. C'est-à-dire que vous n'avez pas de marge d'erreur sur la partie droite de la piste pour les droitiers, sur la partie gauche pour les gauchers. Et là, les joueuses jouent en ligne avec un petit crochet. Et pareil, vous verrez pareil le match des hommes plus tard, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une volonté aussi de l'organisation de mettre au moins un huilage assez difficile sur la tournée. Et là, c'était sur Châteaubriand. D'accord. C'est un sport qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes, Odile. Oui, tout à fait. Oui, oui. Il n'y a pas d'obligation. Non, parce que justement, ce n'est pas un jeu de force, ce n'est pas un sport qui nécessite de la force. Il faut de la précision et beaucoup d'attention, de concentration. Donc, hommes, femmes confondus, enfants, personnes âgées, tout le monde peut jouer. C'est un geste compliqué finalement, le geste du bowling, Bruno? Non, en fait, non, c'est une. Là, par exemple, on a vu la joueuse anglaise jouer. Il y a le balancier, donc il y a le backswing. Et donc, au départ, il faut pousser sa boule. Donc, ça s'appelle en anglais le push away, mais c'est un peu technique. Et après, le backswing, c'est comme au golf. La boule remonte par son propre poids et elle redescend par son propre poids. Donc, en fait, il ne faut surtout pas forcer au bowling. C'est ce qu'on explique aux nouveaux joueurs quand ils viennent dans des clubs. Il ne faut surtout pas forcer et être le plus souple possible. Mais bien évidemment, ça paraît simple au début et ce n'est pas si simple. Il faut quelques années pour former quand même un bon joueur. Donc là, Alena Korobkova, donc elle va commencer par le push away, va faire monter sa boule derrière. Oui, regardez, le push away, donc elle pousse vers l'avant. Là, la boule monte, le backswing derrière, et ensuite la boule revient vers l'avant. Et ce sont que les deux doigts de la main qui mettent de l'effet. Voilà, donc ça se passe sur vraiment une seconde, le lâcher de boule. Et c'est ce qui permet de mettre de l'effet. Et là, elle a laissé un split et elle a raté. C'était pas si simple à faire. Donc là, ça fait combien de points pour elle? Là, actuellement, c'est que on discutait, donc je ne sais pas exactement où on en est, mais il y a un petit avantage pour la paire allemande pour l'allemande Bianca et Kimberly Oakley. Ils ont un petit avantage de 14 quilles actuellement. Et puis ça fait un nouveau strike. Exactement. Donc là, elles prennent une option sur le premier match. Parce qu'on n'a pas dit les règles, mais ça se joue en 2 sets gagnants, enfin 2 parties gagnantes. Donc, si par exemple l'anglaise et l'allemande gagnent ce premier match et qu'elles gagnent le deuxième, il n'y aura pas de troisième match. S'il y a un match partout, il y aura un troisième match pour les départager. Le bowling, on peut le commencer à quel âge? Le bowling, on peut le commencer à tout âge, mais il faut quand même attendre, on va dire, 5-6 ans. Puisque avant, la boule est quand même assez grosse pour les enfants, donc, mais il y a des boules très légères. Mais 5-6 ans, c'est bien.
Et il y a des bumpers en fait sur les rigoles. Donc c'est-à-dire que les boules pour les jeunes joueurs, pour les enfants, ne tombent jamais dans les rigoles. Ça c'est sympa pour commencer à jouer. Et puis après, dans les clubs, c'est vrai qu'on peut avoir des jeunes enfants à partir de 6-7 ans. Et d'ailleurs, c'est bien qu'ils rentrent à 6-7 ans. Et puis, comme je vous disais, pour former un bon joueur, il faut au moins 5-6 ans. Donc, pour arriver à 13-14 ans, être à un bon niveau, c'est ce que recherche d'ailleurs chaque fédération dans son pays, pour avoir des bons joueurs à partir de 18 ans. À quelle heure est-ce que vous avez commencé d'ailleurs, vous, Bruno? Moi, j'ai commencé à 14 ans. Un peu tard d'ailleurs. Oui, c'est relativement tard finalement. Voilà. Mais j'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs, donc ça m'a permis de progresser assez vite. Alors là, vous voyez, elle a du mal, elle est arrivée pleine tête, comme on dit, et elle a laissé ce split. Donc un split, c'est très difficile à faire, puisqu'il y a des quilles de chaque côté. Voilà, c'est ça. Et il faut être très précis. Elle peut le faire, mais il faut viser les 2 quilles de droite en prenant la première quille légèrement fine sur la droite pour qu'elle aille chercher les 2 autres. Donc c'est possible de rattraper C'est possible un de le split faire, aussi large, quoi. Voilà, celui-ci, c'était possible. Bon, elle a raté. Et là, la joueuse allemande la joueuse allemande, elle était en équipe d'Allemagne dans les années 80 jusqu'à 80-90. Après, elle a fait du coaching et elle a arrêté de jouer pendant presque 2 ans. Et elle a repris juste 6 mois avant cette compétition. Et donc, elle avait quand même encore de beaux restes parce que l'entraînement juste 6 mois avant de jouer une compétition et se mettre à bien jouer, c'est quand même impressionnant. Donc là, on voit la Russe Voronkova qui se sèche les mains au-dessus du séchoir, hein, c'est ça? Voilà, et toute sa routine. Et toute sa routine. Et vous voyez, elle est très très lente à se préparer. Et ça, c'est juste pour qu'elle se mette dans sa bulle de concentration, puisqu'elle est en train de visualiser vraiment la zone dans laquelle elle a décidé d'envoyer la boule. Mais c'est très efficace. Voilà. Apparemment. On voit qu'il faut bien finir son geste au bowling, il faut que la main parte vraiment derrière la tête en fin de geste, comme dans tous les sports de raquette Souvent. ou de geste, hein, finalement. C'est ce qui permet le lift. Et diriger son corps aussi dans l'axe de la piste. Les appuis sont importants? Les au appuis bowling sont importants. Les lignes, nous, on appelle ça la ligne de jeu aussi, c'est la ligne de visée. Donc, en fait, elle joue dans l'espace, c'est ce qu'on explique souvent. Les joueuses, les repères sur la piste, il y a des repères, il y a des flèches. C'est juste pour, visuellement, au moment du lâcher, pour envoyer la boule. Mais en fait, si vous regardez bien les joueuses, elles regardent le fond de la piste pour jouer dans une ligne de jeu. Et au dernier moment, elles regardent les repères pour pouvoir mieux viser et se concentrer sur le lâcher de la boule. Donc là, le score du premier match, donc c'est Kimberly Oakley et Bianca Volke-Brandt, l'Allemande, qui gagnent ce premier match, 177 à 160. Et donc elles ont du mal sur ce village. Et donc on va assister au deuxième match, en espérant que les 2 jeunes joueuses russes réagissent pour essayer de faire la belle. Alors on voit que la paire anglo-allemande est expérimentée. Ça compte l'expérience au bowling dans ce genre de compétition? Ça compte, hein, parce que déjà, la joueuse anglaise a déjà fait des finales télé, donc elle a moins le trac, elle est beaucoup plus relaxe. Et les joueuses russes, c'était la première fois, malgré qu'elles soient toutes les 2 en équipe nationale. La première fois devant des caméras. Donc Devant des caméras, et ça compte parce que vous savez, vous avez l'attention sur vous et ça peut vous déconcentrer un petit peu. Il y a une notion de fatigue aussi, sans doute, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans le cadre d'une tournée. Il y a une étape juste avant, donc la fatigue commence déjà un peu à s'accumuler. Peut-être que c'est mieux géré par les deux plus expérimentés, en fin de compte. Toujours cette routine, elle essuie sa boule. Alors elle essuie la boule pour enlever l'huile aussi, hein, parce que en fait, si vous voulez, il y a de l'huile sur la piste et au fur et à mesure que vous jouez, vous faites une trace un peu comme au ski. Alors ça, c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que nous, on n'avait pas mis l'huile colorée parce qu'il y a de l'huile colorée et ça, c'est pour les finales télé. Donc les Américains ont inventé ça depuis déjà 2 ans et ça permet de voir l'huile, l'évaporation de l'huile à la télé et les zones où il faut jouer et les zones où il ne faut pas jouer. Là, un bon strike, vous avez vu, les quilles se mélangent bien parce qu'elle a choisi de ralentir un peu sa boule pour avoir plus d'effet. Et ça a permis de faire ce strike. Est-ce qu'il y a un secret pour enchaîner les strikes, finalement? Oui, justement, c'est ce que je vous disais. Donc, en fait, il faut être très régulier, mais il faut aussi utiliser la piste et le huilage. Donc, en fait, vous commencez à jouer 2-3 fois au même endroit, vous faites une trace, et au fur et à mesure, vous allez réellement créer comme un petit couloir dans cette zone d'huile et la piste va être très stable. Et si vous jouez à cet endroit-là, ça sera plus facile de faire des strikes que si vous commencez à jouer un petit peu de tous les côtés.
Donc vous-même, Bruno Bidon, hein, vous avez déjà réalisé le score parfait. Oui, On n'a pas parlé, je crois, du score parfait, c'est le 300 points. Ouais. Vous l'avez déjà réalisé Oui. plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois, et j'ai même failli faire 2 fois 300 d'affilée en compétition. Et la dernière boule, j'ai fait 9, donc ça, c'est dommage. Mais le score parfait, c'est une performance, on va dire, mais c'est pas avec ça que vous allez gagner un tournoi, puisque souvent dans les tournois, vous avez 16 ou 8 ou 16 ou 24, ça dépend des tournois. Partie de qualification, et vous pouvez faire bien 1 ou 2 300, mais c'est pas pour autant que votre moyenne vous permettra d'être le premier ou le deuxième ou le troisième. Le plus important, c'est la régularité à ce jeu. Et c'est d'autant plus important de réaliser des strikes que vous avez des lancers bonus. C'est ça, hein. À la 10e frame, vous avez, si vous réalisez que des strikes, vous avez donc 3 boules consécutives, ce qui vous permet d'engendrer 30 points. Et c'est vrai que c'est important de faire ces strikes sur les frames 9 et 10, c'est ce qui fait souvent la différence dans ces matchs. Est-ce qu'il y a des superstitions, Odile, parmi les joueuses, vous qui les côtoyez? On voit qu'elles prennent beaucoup de temps pour préparer leur lancer, évidemment. Est-ce qu'il y a de la superstition on parlait de la routine tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient les perturber ou qu'elles occultent? Je n'ai pas l'impression, non. Je ne pense pas qu'il y ait ce genre de choses, enfin, en tout cas pas à ma connaissance. Tu as constaté ça, toi, Bruno? Si, chez les hommes, un peu comme dans tous les sports, il y a des joueurs qui jouent tout le temps avec le même maillot en finale télévisée parce qu'ils ont gagné tout le temps avec, donc ils le remettent, même quand ils perdent d'ailleurs. Et non, chez les joueuses, non, on n'en a pas trop parlé avec elles. Et vous-même, Bruno, vous avez des moi, tics, c'est ça. des petits Oui, tics? j'ai des superstitions. On a des boules favorites, c'est-à-dire vous avez des boules avec lesquelles vous avez toujours eu des titres. Et bien qu'elles soient un petit peu plus anciennes, vous l'avez toujours dans votre sac, comme on dit, au cas où. Et c'est de la superstition parce qu'en fait, le matériel n'influe pas non plus tant que ça. C'est de la matière, donc c'est vraiment le mental qui fait la différence dans ce sport. Et on parle du matériel, mais qu'est-ce que c'est le gant qu'elles ont au poignet? On voit quelque chose sur leur main. Bianca, elle a un gant. Alors oui, c'est comme une attelle parce qu'elle a. Donc ça lui permet de maintenir son poignet rigide parce que c'est sa façon de jouer. Et il y a des joueuses qui ont besoin d'avoir le poignet légèrement cassé pour mettre de l'effet. Donc là, les joueuses russes ne l'ont pas. Et ça, c'est vraiment la différence entre la nouvelle génération et l'ancienne. C'est que la nouvelle génération joue plus avec les qualités de souplesse. Là, elle a un strapping, Léna, parce que... Ça, c'est plus lié à la fatigue, je pense. Ouais. Et là, encore un split. Hein. Donc, les deux joueuses russes, pour le moment, ont du mal. C'est en difficulté dans cette deuxième manche. Là, une nouvelle fois, un split manqué par Korobkova. Et la joueuse anglaise, vous avez un jeu beaucoup plus simple. Un strike avec un doublé, et ça c'est un strike chanceux, c'est un strike à gauche, donc c'est pas la poche en fait où on doit arriver au bowling. Mais bon, ça compte. Hein. Donc la poche, c'est... Donc vous avez les deux premières quilles. Pour les droitiers, c'est la quille 1 et 3, et pour les gauchers, c'est la quille 1 et 2. Là, elle est dans la poche, la russe, strike parfait. Il faut arriver à droite pour les droitiers et à gauche pour les gauchers. Parce que en fait, quand vous faites un strike à gauche, vous avez déjà fait une erreur de pause au départ, et puis c'est plus de la chance, parce que les quilles se mélangent d'une certaine façon. Là, par exemple, la joueuse allemande, elle est bien à droite, mais un peu fine. Tranquille debout. Mais normalement, c'est un spare facile parce que vous avez remarqué que les joueuses jusqu'à présent n'ont pas fait d'erreur de spare. C'est surtout sur les splits qu'elles n'arrivent pas à faire la conversion. Alors vous, Odile, qui êtes dans l'organisation de ce tournoi, comment est-ce que la sélection des joueuses se fait? C'est une qualification. En fait, on cherche déjà à représenter l'Europe. Donc, nos choix se font en fonction des pays. Et puis ensuite, la qualification se fait... en général, c'est le matin. Et la finale se fait l'après-midi. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, avant la compétition, ce sont des invitations que vous envoyez? Oui, exactement, voilà. Il y a des invitations, des propositions. Quelquefois, on passe par les fédérations. Quand elles veulent jouer le jeu, c'est pas toujours facile. C'est des négociations en fait. Il faut savoir aussi que les joueuses ne sont pas toujours disponibles. On aurait préféré avoir peut-être plus de représentation française, mais malheureusement, elles n'ont pas pu répondre favorablement. Bon, voilà, on espère que cette année ce sera différent. Après, c'est sympa de voir aussi ce qui se fait dans les autres pays européens du bowling, parce qu'il y a beaucoup de talent, oui. J'imagine. Oui, tout à fait.
Et là, un trou. Alors ça s'appelle une open frame, donc c'est pas très bien joué pour la joueuse anglaise. Et ça va remettre en lice, en fait, les deux joueuses russes. Donc là, si la joueuse russe réalise un strike, ça serait très bien pour son équipe. Allez, c'est parti là. Bien. Ah, belle boule, elle laisse la qui 10. Donc là, elle commence à bien jouer la Daria Voronkova. Qui a été alors sur les pistes de Châteaubriand, sur ce village. Et là, je vous dis, vous voyez, à chaque fois qu'on dit ça, donc du coup là, c'est mal joué. Mais bon. Elle loupe l'occasion de revenir dans ce match. Elle loupe l'occasion même de passer devant. Et l'Allemande en profite. Ouais, l'Allemande tout de suite réalise ce strike. Alors, on voit la boule et les trous caractéristiques, ils sont faits sur mesure. Sur mesure à la main des joueuses. En fait, les boules arrivent sans trou et il y a des pro shops et elles sont percées à la dimension de la main de chaque joueuse. C'est un travail, donc ça c'est le travail du perceur, comme on dit. C'est assez technique. Et au bowling, vous avez le perçage des boules et la préparation des pistes qui est très importante. Donc on a des machines à huiler et en général, il y a des techniciens par centre qui préparent le huilage qui est demandé par rapport à la compétition. Là, nous, on était sous l'égide de la Fédération internationale, c'est la WTBA. Et donc, sur le huilage de Châteaubriand, c'est vrai que c'était un huilage qui demandait beaucoup de rigueur et de précision. Alors, c'est vrai qu'au niveau score, ils ne sont pas très élevés parce que normalement, ces joueuses et les joueurs que l'on verra plus tard sont capables de réaliser des 220, 230 de moyenne. Et sur ce huilage, ce n'était pas le cas. Il fallait être beaucoup plus précis et être très rigoureux dans le choix de son matériel. Voilà, là, ce qui vient de partir dans la rigole. Oui, la joueuse anglaise là, qui a fait une open frame encore. Toujours cette jeune russe Voronkova qui prend son temps. Elle est très très lente en préparation. Ça peut être exaspérant, ça, pour les adversaires. Alors, je vais vous dire, il y a une règle. Oui, c'est exaspérant. Mais il y a quand même une règle, elle doit rester dans la règle des 30 secondes. Ça, en finale télévisée, il y a une règle. Donc là, elle est toujours à la limite des 30 secondes, sinon elle a une pénalité. Mais elle se débrouille tout le temps pour être dans ces 30 secondes. Et ça marche. Ça marche. Et donc, vous parlez d'une pénalité en cas de dépassement des 30 secondes. C'est quoi? C'est un point de pénalité? C'est une frame annulée, c'est-à-dire qu'en fait, la boule compte 0. Donc, il faut éviter de faire ça. Mais ça, c'est que pendant les finales télé. Et autre interdiction, mordre sur la ligne sur de la faute, piste. ça compte 0 aussi. Mais c'est très rare de voir ça. Oui, à ce niveau-là, à sans ce doute. niveau-là, c'est très très rare. Non, ce qui peut arriver, c'est dans certains tournois, d'ailleurs les plus importants, c'est de faire une rigole. C'est-à-dire que vous avez le match gagné, et puis la dernière boule, vous faites, c'est déjà arrivé, 0, et il vous fallait juste une quille. Et donc ça, c'est horrible. Ça c'est déjà arrivé dans une arrivé dans finale. très grands Le dernier tournois. lancer peut vous faire gagner, il vous suffit de faire tomber une quille. Ouais. Et vous le loupez, ça part Voilà. dans la rigole. Et c'est arrivé dans des gros tournois comme l'US Open aux États-Unis ou des tournois professionnels. Donc il faut, parce que ça dépend des lignes de jeu que vous choisissez. Il y a des huilages où vous jouez avec beaucoup d'effets, vous passez très près de la rigole, et c'est arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Bruno Bilal? Je ne veux pas faire ressurgir des Des mauvais rigoles, souvenirs. on en a déjà fait, mais pas dans les finales télé, c'est assez rare. Peut-être un jour en finale de l'US Open. Peut-être, mais ça serait bien. ça serait bien. Et là, on va voir un petit peu le score de ce match. C'est la fin, c'est la 10e frame. D'ailleurs, la joueuse allemande, elle est mariée, elle vit avec un joueur allemand qui s'appelle Peter Knopp, qui était dans notre tournée aussi. Et ils sont vraiment très sympas tous les deux. On voit le trophée de cette finale. Voilà, donc là, il y a la victoire des deux joueuses russes. Et on va assister donc à la belle, puisqu'il y a un match partout. Et c'est maintenant le match à ne pas perdre, c'est le dernier. Donc là, elle laisse la quille 6, c'est une quille très facile. Alors, elle joue avec une boule, vous avez une boule rose en boule d'attaque. Ce qu'on dit, c'est une boule qui prend un peu plus l'effet. Et une boule en matière plastique pour le spare, ce sont des boules qui glissent. Vous voyez, elle ne bouge pas, pratiquement pas sur la piste, la boule. Elle va tout droit. Tout à l'heure, on parlait du matériel. Le budget matériel pour un joueur ou une joueuse semi-pro ou pro, c'est beaucoup. Alors, les joueurs pros ne payent pas leur matériel, donc le choix est résolu. Mais c'est vrai que ça reste assez onéreux. Le matériel de bowling
Les boules de strike, c'est entre 200 et 230 euros. Et il en faut au moins 2-3 pour la saison et une boule de spare dans les 80-100 euros. Donc quand on est amateur, Ça peut- monte vite, ouais. Ouais. Mais si c'est une passion, il faut se faire plaisir. Exactement. Et une licence dans un club. Alors les licences, ça va, on est à peu près comme tous les sports, hein. Il faut compter entre 80 et 100 euros pour la saison. Et après, bon, vous avez des clubs de tout niveau, hein, c'est toujours pareil. Mais à Nantes, il y a des très bons clubs, hein. Il y a le choix, vous avez le choix. L'Ouest est une terre de bowling. Et oui, puisqu'il pleut souvent, donc c'est un sport de... Non, je plaisante. C'est un sport de salle, donc c'est vrai que ça aide. Combien de personnes d'ailleurs pratiquent le bowling en France ? Il y a 14 000 licenciés en France actuellement et on essaye par cette communication, la médiatisation, de développer le nombre de licenciés car ça reste assez peu. Et d'après les prévisions, si vous voulez, pour qu'on arrive à obtenir un intérêt supplémentaire, il faudrait qu'on arrive à 30-40 000 licenciés, ce qui n'est pas impossible, mais on travaille surtout sur la jeunesse aujourd'hui puisque il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est ça le problème, on essaie d'attirer les jeunes joueurs. Et c'est sans compter les joueurs qui jouent pour leur plaisir. C'est aussi un le sport loisir, par contre, le loisir est énorme. Le loisir, voilà, Énorme. Ça marche très bien. ce sont des milliers de joueurs et de joueuses au début. Oui, là, c'est très représentatif, par contre. Le bowling est très connu au niveau loisir. Oui. Au niveau compétition, justement, nous, en créant cette compétition, en la médiatisant, on essaye de créer un petit peu un engouement et de montrer que c'est un sport aussi à part entière. Donc ça prend du temps, je pense qu'il y a encore 2-3 ans pour que les choses évoluent. Mais d'ailleurs, on disait hors antenne, on est avec le CIO actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Il est vrai, par exemple, que le bowling, il y a quelques années, comme le curling d'ailleurs, le curling qui est un jeu qui ressemble, c'est un jeu de lancer, mais c'est un peu différent, et maintenant sport olympique. Et les dernières images des Jeux olympiques ont prouvé que ça a trouvé son public, c'est sympa. Et il y avait des matchs hommes et femmes, et ça a pris une autre dimension. Donc nous, on essaie aussi, au travers d'autres expériences, d'autres sports, d'améliorer le jeu du bowling pour le rendre plus télégénique et une approche plus professionnelle aussi auprès des joueurs de la zone euro, puisqu'aux États-Unis c'est très très bien développé. Les joueurs sont professionnels, les joueuses aussi, et ça a une autre dimension. Et nous, on est en train de créer ça tout doucement, hein. Il faut quand même quelques années encore pour qu'on y arrive. Objectif JO pour le bowling. Exactement. Et donc avec des joueuses comme Daria Voronkova, parce qu'elle a que 19 ans, donc vous imaginez bien que dans 8 ans, elle sera à l'apogée de son jeu, et ça serait une très belle représentante pour la Russie, si le bowling devient sport olympique, puisqu'elle est sportive, elle a un geste très technique. Très élégant. Et très élégante. Et c'est un spare. Un pour la spare Russe. facile pour la Russe. Qui joue la belle, donc là elle aimerait bien gagner, mais elles ont quand même un petit peu de retard. Elles ont déjà 18 quilles de retard et il y a l'avantage au strike pour la paire anglaise et la joueuse allemande. Alors ce qui était très intéressant dans ce match, c'est que sur le papier, les favorites étaient les Russes, mais les deux joueuses allemandes et anglaises voulaient vraiment gagner, plus que les Russes, et ça s'est vu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont gagné, parce que c'est un problème de conviction. Les deux joueuses russes elles étaient meilleures techniquement, elles avaient un meilleur niveau réel, hein, mais malheureusement, elles se sont laissées étouffer, et elles avaient moins la niaque, comme on dit, donc elles ont perdu. Hein. Peut-être un petit manque de confiance en elles, certainement. C'est le défaut de la jeunesse, sans doute. D'ailleurs, donc, on assiste à la finale de la finale féminine de cette Promotion Cup 2014 qui était à Châteaubriand. La proportion homme-femme dans le bowling, elle est équilibrée. Elle est équilibrée, il y a 60-40, il y a un peu plus d'hommes pour le moment. Mais les femmes sont en train de rentrer vraiment dans le jeu, et c'est intéressant parce que d'ailleurs, pour vous dire, lors de cette compétition, il y avait des très bons joueurs aussi. La meilleure série de qualifications, donc hommes et femmes confondus, c'est Daria Voronkova, la Russe, qui l'a fait. Elle a fait 241 de moyenne sur les pistes de Châteaubriand. Donc, et actuellement, sur le circuit européen, il y a des femmes qui battent les hommes régulièrement. Donc ça, c'est quand même c'est intéressant parce que c'est un des rares sports où l'aspect, on va dire, physique est balayé, puisque c'est vraiment un aspect de technique et de finesse, de compréhension aussi de l'analyse des pistes. Et c'est vrai que les femmes ont beaucoup plus d'atouts finalement que les hommes. Est-ce que c'est un sport sur lequel on peut jouer vraiment sur la puissance ? Il y a plusieurs types évidemment de lancer, mais est-ce qu'en jouant vraiment sur la puissance, on peut avoir un avantage ? On peut, mais ce que je vous disais, ça dépend du huilage. Donc en fait, sur les compétitions importantes majeures dans le monde, les huilages
privilégie la précision. Donc en fait, l'homme a une boule plus technique avec plus d'effets, vous verrez tout à l'heure sur les images, un peu plus de vitesse, mais quelquefois moins régulier. Donc en fait, il faut bien prendre en considération que l'aspect finesse en fait, dans ce jeu est plus important que l'aspect de force. On n'a pas parlé du prize money, la dotation de ce tournoi. Odile, combien est-ce qu'elle remporte les vainqueurs à la fin du tournoi? Bruno va vous répondre mieux que moi. Ah oui, non mais là il y avait 6 000 € de gains, donc ça reste modeste, mais Par finaliste ou, non, c'est l'enveloppe globale. Il y a des primes spéciales pour les matchs télé et quelquefois, selon les joueuses, alors là, pas ces joueuses, il y a des sponsors en fait, lors des apparitions télé, il y a des primes supplémentaires, mais là, il n'y en avait pas pour ces joueuses. Chez les hommes, oui, par contre, il y a des hommes, il y avait le prize money et en plus, il y avait de l'argent qui est mis en jeu par le sponsor pour les apparitions télé. J'imagine que le tournoi ne rivalise pas avec les tournois américains. Vous avez joué sur le circuit américain, le circuit américain, donc là non, puisque le circuit américain, vous avez les plus gros tournois, à peu près 500 000 €, enfin 500 000 $ de gains. Le premier gagne 100 000, l'US Open par exemple, il y a 100 000, il y a eu jusqu'à 120 000, donc ça reste des tournois qui sont quand même très très bien dotés. En Europe, on a des tournois qui commencent à être bien dotés. On peut dire les prix, mais ça varie entre 15 et 20 000 € pour le premier, avec des budgets de 100 000 €. Le premier tournoi européen, ce serait lequel? C'est en Allemagne actuellement, c'est l'Euro Challenge, où il y a 18 000 € au premier. Et c'est ce qui fait pour le moment la différence entre le circuit américain, qui reste majeur, et le circuit, il y a aussi une tournée professionnelle au Japon et dans les pays asiatiques, en Corée, où donc là il y a quand même aussi un petit peu d'argent, mais parce qu'il y a de l'industrie qui supporte, qui soutient le mouvement sportif. Et nous actuellement, en créant cette compétition tout doucement, on essaie d'attirer de nouveaux partenaires et on arrive un petit peu à augmenter le prize money chaque année. Donc ça c'est de bon augure pour la suite. D'ailleurs, Odile Bidon, c'est compliqué d'organiser un tel tournoi, c'est beaucoup de travail, j'imagine? C'est beaucoup de travail, c'est encore une fois énormément de négociations parce que on essaye d'attirer les fédérations. Les fédérations sentent qu'il y a quelque chose d'intéressant en faisant des images qui passent à la télé, chercher la médiatisation. Elles comprennent qu'il y a un enjeu, mais il y a certainement une méfiance parce qu'on n'est pas une fédération, on est une organisation à part. Et donc, voilà, je pense que c'est peut-être cet aspect-là qui fait qu'on met du temps à ce qu'on nous fasse confiance. Mais ça vient tout doucement quand même. Et pourtant maintenant à Châteaubriand, il y a les voltigeurs de Châteaubriand pour le foot, Oui. mais il y a aussi la Promotion Cup pour le bowling, il faut le savoir. Oui. Mais on est bien soutenu déjà à Châteaubriand, donc au niveau municipal, au niveau départemental et régional, déjà c'est acquis. Bon. Maintenant, au niveau national, il va falloir qu'on fasse nos preuves encore un peu Il y a plus. du travail de développement à faire. Petit à petit. Et là, donc, on parlait tranquillement, mais vous voyez, en regardant les scores, l'équipe Bianca Volke-Brandt, l'allemande, et Kimberly Oakley sont en train de grappiller, sont en train de gagner des quilles et je pense, de s'orienter vers la victoire. Les deux joueuses russes, pour le moment, sont un petit peu la tête dans le guidon, comme on dit. Elles ont du mal à rivaliser. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que... et voilà. Ça y est, c'est fini. Là, on va voir la dernière boule de la joueuse russe pour le fun, parce qu'elles ont déjà perdu. Est-ce que la routine sera moins longue avec ces deux non, toujours, lancers, non, toujours pareil, malgré qu'elle ait perdu. Et elle termine sans doute sur un spare. Non, la partie est finie, donc 216, la paire allemande et anglaise à 174. 216 sur celui-là, c'est un très très bon score. Et voilà, c'est la fin de ce match féminin. C'est une victoire sans contestation? Aucune? Sans contestation, là, il y a pratiquement 45 quilles d'écart, il n'y a pas de souci. Alors, il y avait un prix spécial aussi, pour Daria Voronkova, qui a été remis par la Ligue contre le cancer, puisqu'il y avait une action qui avait été faite cette année. Elle a très bien gagné, donc c'est elle qui a fait le meilleur score scratch du tournoi, donc elle a eu ce prix. Elle n'est pas venue pour rien quand même de Moscou. C'est un joli lot de consolation quand même. Exactement. Le meilleur score scratch, donc c'est la meilleure
la meilleure moyenne scratch en fait, hein. Même hommes et femmes, elle a gagné. Et là, vous voyez, voilà, la remise de la coupe pour Kimberly Oakley et Bianca Volk-Brandt. Voilà pour cette finale féminine. Qu'est-ce qu'il a manqué à ces Russes pour l'emporter finalement? De la conviction. La conviction oui. Et de la confiance un petit peu. D'accord. Qu'est-ce que vous retiendriez de cette finale féminine, Odile? Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on veut reconduire dans les années futures parce que l'image féminine est vraiment en explosion. Je pense aussi que le bowling en a fortement besoin. Ça va peut-être nous permettre de gagner en termes de licenciés. En tout cas, je l'espère pour la fédération. Voilà. Vous êtes déjà sur la préparation de la prochaine édition, Odile, en 2015? Oui. Donc, nous reconduisons à Châteaubriand l'année prochaine. Et puis, normalement, 3 autres étapes. Donc, certainement sur Angers, ça c'est quasiment certain. Et puis après, les 2 autres étapes, c'est encore un petit peu dans le flou, en Bretagne et peut-être en Île-de-France. Voilà. Donc votre travail pour l'instant, c'est quoi? Vous envoyez déjà les invitations? Comment ça se passe? Oui, on est déjà en relation avec les joueurs qui pourront revenir l'année prochaine, avec la Fédération française pour avoir plus de joueurs français. Vraiment, ça nous manque. Et puis on recherche des partenaires, évidemment, des partenaires financiers. Et vous, Bruno Bidon, donc vous êtes joueur professionnel, je le rappelle. Oui. Votre actualité sportive, c'est quoi? Moi, je vais faire quelques tournois de la zone euro à partir de mars prochain. Et donc, je reprends sérieusement l'entraînement après les fêtes. Et bien évidemment, j'arrive à plus de la quarantaine. Je continue à jouer sérieusement, mais j'ai vraiment la volonté de développer le bowling, le professionnaliser. Donc, ça va être, je pense, mon futur travail dans les années à venir. Et il a déjà commencé ce travail institutionnel? Tout à fait, mais là on est vraiment sur des bases où les éléments sont en train de se réunir entre la Fédération internationale, la Ligue professionnelle aussi aux États-Unis qui comprend le message, et donc on va essayer d'aller chercher le CIO. Voilà, donc on le disait tout à l'heure, le bowling objectif olympique pour Bruno Bidon et Odile Bidon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission et cette finale féminine du Bowling Challenge Cup. Merci beaucoup à Glenn qui était en régie accompagné de Nicolas. Et puis moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous sur Télénantes. Et puis l'information continue et le sport continue sur télénantes.com, notre site internet. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée.